Avant de commencer, laisse ton esprit descendre un instant vers l'intérieur. Jung disait que toute rencontre authentique commence par un geste de silence. Si ces idées effleurent quelque chose qui vit déjà dans ton inconscient, abonne-toi, afin que cet espace reste un pont vers ta propre profondeur. Chaque like, chaque commentaire, aide cette connaissance à trouver ceux qui marchent encore, sans le savoir, vers leur propre ombre. Maintenant, avançons vers ceux qui cherchent à être vus. Il existe chez certains êtres rares une forme de silence intérieur qui ne ressemble à rien de ce que la psychologie ordinaire peut expliquer. Un calme qui ne vient ni de la froideur, ni de la résignation, mais d'une transformation profonde, que Jung considérait comme l'une des découvertes les plus inquiétantes de toute sa carrière. Ce N n'était pas un contrôle de la colère. Ce n'était pas une technique de gestion émotionnelle. C était quelque chose de plus étrange. La disparition même de l'impulsion de réagir. Dans ses notes privées, Jung parlait de personnes qu'il qualifiait d'imperméables, non pas parce qu'elles refoulaient leurs émotions, mais parce qu'elles avaient traversé un seuil silencieux, un point intérieur, à partir duquel aucune provocation ne semblait avoir prise sur elles. Les insultes glissaient comme de la pluie sur une vitre. Les attaques ne trouvaient rien où s'accrocher. Les jugements perdaient toute importance. Leur PN n'était plus négociable. C est une histoire commençant en 1919 qui amena Jung à formuler cette idée. Un patient, un industriel prospère, imposant mais curieusement inaccessible, vint le consulter non pour détresse, mais parce que son absence de réaction déstabilisait les autres. Sa femme disait « Docteur, mon mari ne s'irrite plus de rien. Il ne réagit plus comme un être humain. » Elle avait avoué une liaison de plusieurs mois. Elle, homme, avait seulement posé 3 questions, et aucune ne portait sur la trahison. « Es-tu heureuse? As-tu besoin de quelque chose de moi? Souhaites-tu continuer ou préfères-tu partir ?» Jung fut frappé non par le calme, mais par la lucidité derrière ce calme. Ce N n'était pas un homme anesthésie. C'était quelqu'un qui voyait au travers des événements sans s'y perdre. Il N était ni détaché ni indifférent. Il était libre. Cet homme, que nous appellerons Heinrich, avait traversé 3 ans plus tôt une trahison commerciale qui elle avait presque ruine. Son associé, son ami de toujours, lui avait volé son plus grand client. La plupart auraient replongé dans la colère ou la vengeance. Heinrich, lui, avait fait quelque chose que Jung qualifia plus tard d'effrayant. Il s'était demandé ce que cette trahison lui montrait de lui-même. La vidite de son associé? Elle reflétait sa propre peur cachée de manquer. Son mensonge? Il révélait son habitude de dissimuler ses émotions. Sa trahison? Elle ouvrait à Heinrich la vision de son propre égoïsme latent. En regardant elle autre comme un miroir, Heinrich avait commencé ce que Jung appela l'intégration de ombre. Il cessa de projeter, cessa de blâmer, cessa de transformer les autres en responsables de son monde intérieur. Il devint imperméable non par retrait, mais par compréhension. Jung appela ce principe le miroir de l'ombre. Chaque personne qui te provoque t'offre une image de toi que tu n'as pas encore pleinement reconnue. Le collègue qui te rabaisse? Il révèle ta propre peur d'être insuffisant. L'ami qui arrive toujours en retard? Il montre ton besoin excessif de contrôle. Le membre de ta famille qui critique tes choix? Il met en lumière tes doutes non avoués. Heinrich avait maîtrisé cette loi à tel point qu'aucune phrase ne pénétrait plus en lui comme une flèche. Non parce qu'il se protégeait, mais parce qu'il comprenait. Il avait cessé de confondre information et attaque, cesse de prendre pour lui ce qui appartenait aux autres. Il expliqua à Jung quelque chose d'encore plus surprenant. Lorsqu'on l'insultait, il disait ressentir un ralentissement du temps, comme si les mots flottaient un instant devant lui avant de toucher sa conscience. Dans ce bref espace, il choisissait attraper ces mots ou les laisser passer, les faire siens ou les laisser retourner à leur source. Jung comprit qu'Heinrich avait découvert ce qu'il appela l'intervalle de réaction. Cet espace infime entre le stimulus et la réponse où la conscience peut remplacer l'impulsion. La plupart des gens confondent le déclencheur et la réaction. Les deux arrivent si vite qu'ils semblent inséparables. Mais chez ceux qui développent cette lucidité, les deux deviennent dissociables. Il existe un entre-deux
un seuil de pleine présence, où elle, on peut observer au lieu de réagir. C'est la CNEL imperméabilité émotionnelle. Non dans le refus de sentir, mais dans la capacité à choisir ce que elle, on laisse entrer. Heinrich était devenu un être que rien n'atteignait, non par dureté mais par clarté. Sa sérénité n'était pas une armure. C était une compréhension. Jung comprit rapidement que ce que vivait Heinrich n'était pas un accident psychologique, mais l'aboutissement d'un processus rare, et l'intégration progressive de chaque réaction inconsciente. Il avait cessé de croire que les autres étaient responsables de ses états internes. Il avait appris à regarder les comportements qui le dérangeaient comme des signes, non comme des blessures. Pour comprendre comment il en était arrivé là, Jung examina en profondeur l'événement qui avait bouleversé la vie de cet homme, la trahison de son associé. Alors que tout en lui aurait pu exploser en colère, Heinrich avait choisi un autre chemin, un chemin que Jung croyait réserve à une infime minorité. Il n'avait pas cherché à détruire celui qui l'avait trahi. Il avait cherché à comprendre ce que cette expérience lui demandait de voir. C'est là que Jung formula une de ses hypothèses les plus troublantes. Les personnes qui ne se mettent plus en colère ne sont pas celles qui ont été épargnées par la vie. Ce sont celles qui ont appris à transformer chaque blessure en miroir. Et plus le miroir est propre, moins il y a de prise pour la colère. Pour aider ses patients à développer cette capacité, Jung mit en place ce qu'il appela le protocole du miroir de l'ombre, une méthode en 3 questions simples, mais redoutables. 1. Quel trait de cette personne suis-je en train de juger? 2. Où ce même trait existe-t-il en moi, même sous une forme discrète? 3. Que veut apprendre ce déclencheur sur une partie de moi que je n'ai pas encore intégrée? Cette méthode bouleversa des patients comme Sarah, une responsable marketing que Jung mentionna dans ses notes. Elle était exaspérée par un collègue qui, elle, interrompait sans cesse. En appliquant le protocole, elle s'aperçut que ce qui la dérangeait n'était pas l'interruption elle-même, mais le besoin de reconnaissance qu'elle voyait en lui. Un besoin qu'elle portait également dans ses propres insécurités. En reconnaissant cette part d'elle-même, la tension disparut. Le comportement de l'autre n'avait pas changé. C'était sa perception qui s'était transformée. C'est la puissance du miroir de l'ombre. Ce que tu refuses de voir en toi te poursuit chez les autres. Ce que tu reconnais en toi se dissout dans les autres. Mais Jung découvrit bientôt qu'il existait un niveau encore plus profond dans cette transformation. Les individus comme Heinrich ne faisaient pas qu'observer leur déclencheur. Ils accédaient à un espace psychologique presque surnaturel, l'intervalle entre le stimulus et la réponse. Heinrich le décrivait avec une précision troublante. « Docteur, lorsque quelqu'un m'attaque, j'ai l'impression que ces mots ne me touchent pas immédiatement. Ils restent suspendus devant moi, comme si j'y avais un court instant pour décider s'ils m'appartiennent ou non. » Pour Jung, cela confirma l'existence de ce qu'il appela la faille de réaction. Ce micro-espace où la conscience reprend le contrôle avant que l'impulsion atteigne le corps. La plupart des gens traversent la vie sans jamais percevoir cet espace. Le déclencheur arrive, la réaction surgit, les deux semblent fusionnent. Mais pour les êtres psychologiquement imperméables, la réaction est plus automatique. Ils voient l'impulsion, la ressentent, mais ne s'y identifient plus. Ils deviennent l'observateur, pas la réaction. Jung mit alors au point une méthode pour enseigner cet art à ses patients, le protocole de l'observateur. Lorsqu'un déclencheur surgit, au lieu de réagir, tu fais une pause volontaire, tu observes ce qui se passe, comme si tu regardais une scène de cinéma, tu vois les mots de l'autre, tu vois ton propre mouvement intérieur, et tu choisis, consciemment, ce qui requiert ton énergie. Ce protocole transforma la vie d'une enseignante nommée Maria. Chaque remarque de son directeur la blessait, mais en adoptant la posture d'observatrice, elle vit pour la première fois que les mots de cet homme n'étaient pas dirigés contre elle, mais contre sa propre peur de l'échec et sa pression interne. En le comprenant, elle n'eut plus rien à prendre personnellement. Elle répondit avec calme. Elle ne se confondit plus avec ses émotions. Et c'était là que résidait ce que Jung jugeait inquiétant. Quand une personne accède à cet espace, elle cesse d'être manipulable, elle cesse d'être réactive, elle cesse d'être contrôlable.
Elle devient libre. Heinrich atteignit ce niveau si complètement qu'il se décrivait comme transparent. Les émotions des autres le traversaient comme la lumière à travers un cristal, visible mais sans impact destructeur. Cependant, cette liberté avait un prix. Jung nota que ceux qui développent cette imperméabilité émotionnelle perdent intérêt à la plupart des drames humains. Ils ont plus besoin de prouver, convaincre ou se justifier. Ils ne cherchent plus à gagner. Ils n'ont plus rien à défendre. Leur paix devient leur seule posture. Et cela, pour Jung, était le début d'une nouvelle forme de puissance. À mesure que Jung poursuivait son étude de ces personnes imperméables aux provocations humaines, il observa un autre phénomène troublant. Elles semblaient entourées de murs invisibles, des forteresses psychologiques auxquelles rien ne pouvait s'accrocher. Il appela cela des bastions de limites intérieures. Non pas des murs contre le monde, mais des contours précis de ce qui pouvait ou non pénétrer leur espace intérieur. La plupart des êtres humains vivent avec des frontières perméables. Ils absorbent l'humeur des autres, se laissent tresser par leurs critiques, portent le stress des situations et prennent comme personnel des émotions qui ne leur appartiennent pas. Mais les individus psychologiquement imperméables opèrent différemment. Ils distinguent ce qui entre, ce qui reste dehors, et ce qui ne mérite même pas d'être remarqué. Heinrich expliqua à Jung comment il avait construit ces murs invisibles. « Docteur, j'y ai compris que personne ne pouvait troubler ma paix sans mon accord. Les mots, les gestes, les humeurs des autres sont des événements extérieurs. Ils ne deviennent une expérience intérieure que si je leur ouvre la porte. » Pour Jung, cette phrase était révolutionnaire. Elle impliquait que la souffrance émotionnelle n'était pas un destin, mais une sélection, un choix, un filtrage conscient. Il identifia 3 types de frontières psychologiques chez des personnes comme Heinrich. 1. Le filtre de pertinence. Ces individus ne laissent entrer que ce qui nourrit leur croissance ou leur compréhension. Le reste est note, mais pas intègre. La provocation, non pertinente. Le jugement hâtif, non pertinent. La mauvaise humeur des autres, non pertinente. 2. La frontière des appartenances. Ils savent distinguer leurs émotions de celles des autres. La colère des autrui est pas la leur. Le stress des autrui est pas à absorber. Ils voient, mais ils ne prennent pas. 3. La forteresse identitaire. Ils possèdent une vision d'eux-mêmes suffisamment claire pour que les opinions extérieures ébranlent plus leur valeur. La critique devient une donnée, non une condamnation. Mais Jung découvrit un effet secondaire inquiétant. Les personnes dépourvues de limites sont profondément attirées par celles qui en ont, comme si la force d'un être stable provoquait un appel instinctif chez ceux qui ne savent pas se contenir eux-mêmes. Heinrich le vivait quotidiennement. « Docteur, dit-il, depuis que je ne réagis plus aux provocations, les gens essaient avec encore plus d'insistance de me pousser. Mon calme les inquiète, eux. » Jung comprit pourquoi. Les individus réactifs utilisent les réactions des autres pour se réguler. Quand tu refuses de jouer ce rôle, tu dévoiles leur propre chaos intérieur. Et cela les effraie. Pour aider ses patients à construire leur propre forteresse intérieure, Jung développa une méthode simple mais rigoureuse. Le pare-feu émotionnel. Avant toute interaction, choisir consciemment quelles émotions tu acceptes d'éprouver et lesquelles tu observeras sans absorber. La réponse préchoisie. Décider à elle avance comment tu réagiras aux déclencheurs les plus fréquents, afin que la valeur guide l'action, pas l'impulsion. L'ancrage identitaire. Revenir encore et encore à une vision stable de soi, indépendante des humeurs, des jugements et des attentes des autres. David, un ingénieur logiciel suivi par Jung, expérimenta cette méthode. Son patron, constamment anxieux, le submergeait de critiques et d'urgences imaginaires. David installa un pare-feu. Il observerait le stress, mais ne l'absorberait pas. Il préchoisit une réponse, calme et factuelle. Et il ancra son identité dans sa compétence plutôt que dans l'approbation de son supérieur. En quelques semaines, il devint intouchable au travail. La pression glissait. La critique ne blessait plus. Et paradoxalement, son patron changea de ton, comme s'il ressentait la présence une force qu'il n'osait plus tester.
C'était l'un des paradoxes que Jung nota dans ses écrits. Plus tes limites sont fortes, plus les autres les respectent. L'énergie se réorganise autour de ta clarté. Mais ce n'était qu'une partie de la découverte. Jung fut encore plus bouleversé lorsqu'il observa un autre phénomène, encore plus rare, encore plus troublant, la lecture transparente des attaques. Il appela cela inversion de projection. Les individus imperméables ne voyaient plus les attaques comme des jugements sur eux, mais comme des rayons X psychologiques révélant l'état interne de autre. Quand quelqu'un attaquait Heinrich, il ne voyait pas une offense, il voyait une blessure. Un rival commercial avait un jour traité de patron sans cœur, obsédé par le profit. Heinrich expliqua à Jung, « Docteur, ce qu'il a dit n'avait rien à voir avec moi. » Son accusation de froideur révélait sa propre peur d'être perçu comme insensible. Son obsession du profit reflétait son insécurité financière. Et sa préoccupation pour les ouvriers masquait sa culpabilité envers les siens. Jung comprit alors que la plupart des conflits humains n'étaient pas des affrontements entre personnes, mais entre blessures projetées les unes sur les autres. Les critiques sur ton apparence viennent de ceux qui doutent de leur propre image. Les attaques sur ton succès viennent de ceux qui craignent leur échec. Les jugements sur tes choix viennent de ceux qui ne supportent pas les leurs. Et quand tu vois cela clairement, comment pourrais-tu encore te mettre en colère? Heinrich formula cette révélation avec une phrase que Jung recopia 2 fois dans son carnet. « Je ne vois plus des adultes qui m'agressent. Je vois des enfants blesses qui appellent. » À partir de ce moment, l'imperméabilité devint compassion. Non pas une douceur neuve, mais une lucidité qui comprend sans se laisser atteindre. Ce n'était pas seulement qu'ils ne se mettaient plus en colère, c'était qu'ils avaient commencé à transformer chaque provocation en matière première pour leur évolution intérieure. Jung appela cela l'alchimie émotionnelle. Le pouvoir de convertir chaque blessure potentielle en croissance, chaque attaque en révélation, chaque obstacle en expansion. Heinrich, encore lui, décrivit ce processus à Jung avec une simplicité qui le bouleversa. « Docteur, je ne vois plus les gens difficiles comme des perturbateurs à éviter. Je les vois comme des maîtres involontaires. Chacun apporte exactement ce qu'il me manque pour me fortifier. Plus quelqu'un peut me toucher, plus son enseignement est précieux. » Cette phrase, Jung la nota en marge de son cahier, suivie de 3 mots, comprendre ce stade, urgent, rare. Il comprit alors que l'objectif de l'être humain n'était pas d'éviter les déclencheurs, mais de devenir capable de les transmuter. La majorité des gens cherchent à éviter la douleur, à fuir le conflit, à se protéger du regard d'autrui. Mais pour les individus ayant franchi le seuil de l'alchimie émotionnelle, chaque frisson intérieur devenait une piste, chaque crispation un message, chaque inconfort un outil. Jung identifia 3 étapes dans ce processus de transformation. 1. L'extraction. Quand quelque chose te dérange, tu cherches l'information psychologique cachée dans cette réaction. Quel besoin n'est pas honore, quel désir n'est pas assume, quel souvenir active cette sensation. Que l'intégration de l'ombre. Au lieu de combattre ce qui te dérange, tu le regardes en face. Tu reconnais la part de toi qui agite, qui résiste, qui souffre. Et, en la voyant clairement, elle cesse d'être un ennemi. 3. La synthèse de force. Chaque aspect de toi qui autrefois te fragilisait devient une compétence, une clarté, une puissance nouvelle. La peur devient vigilance. La colère devient lucidité. La blessure devient conscience. Marcus, un cadre commercial cite dans les notes de Jung, en fit de l'expérience. Il était constamment irrité par la paresse de son équipe. Plutôt que de se contenter de gérer sa réaction, il décida d'alchimiser son déclencheur. « Pourquoi cela m'affecte autant ?» demanda-t-il. « Est-ce parce que j'y exige des autres la même discipline que j'y ai pour moi-même? Est-ce que je confonds motivation et pression ?» Ce questionnement le mena vers une révélation. Ce n'était pas la paresse de ses employés qui le dérangeait, mais sa propre difficulté à inspirer au lieu d'imposer. Il étudia la psychologie de la motivation, ajusta son style de communication et devint, un des leaders les plus appréciés de son entreprise.
Son déclencheur était devenu sa compétence centrale. Mais Jung constata un danger subtil dans l'alchimie émotionnelle. Ceux qui la maîtrisaient pouvaient glisser vers une forme de distanciation presque scientifique. Tout devenait une observation, un matériel d'étude, un cas clinique vivant. La compassion risquait de se diluer dans l'analyse. Heinrich le formula ainsi. « Docteur, parfois j'ai l'impression de traverser la vie comme un chercheur au milieu d'un laboratoire humain. Je comprends tout, mais je participe moins. » Jung reconnut là que résidait la limite de cette transformation. Le monde intérieur devenait trop vaste pour que l'humain ordinaire paraisse encore familier. Il fallait donc une dernière étape, sans laquelle imperméabilite se changeait en froideur. Il l'appela immunite compatissante. Le stade où la force N exile pas le cœur. Pour atteindre cette maturité, Jung enseigna à Heinrich et à des autres une discipline nouvelle. Ne pas se couper de l'émotion des autres, mais ne plus y perdre. Tenir la présence sans absorber. Offrir la stabilité sans se sacrifier. Heinrich y parvint peu à peu. Avec sa femme, il cessa d'analyser pour commencer à entendre. Avec ses employés, il cessa de décortiquer pour commencer à comprendre. Avec lui-même, il cessa d'interpréter pour commencer à ressentir. Jung observa alors une transformation fascinante. La présence des Heinrich calmait naturellement les autres. Son absence de réaction N était plus perçue comme froide, mais comme sécurisante. Sa force N intimidait plus. Elle apaisait. C'était, selon Jung, l'aboutissement ultime de l'évolution psychologique. La capacité de rester intact au milieu du chaos tout en restant humain. Il nomma ce stade le guerrier compatissant. Un être qui peut accueillir les émotions des autres sans les laisser ronger son centre. Un être qui peut traverser les tempêtes sans se refermer. Un être qui peut voir, comprendre, transformer, et pourtant continuer d'aimer. Heinrich lui dit un jour, « Docteur, j'y ai compris que la vraie puissance ne consiste pas à devenir intouchable, mais à pouvoir toucher le monde sans en être brisé. » Jung sut alors qu'il tenait la pièce manquante de tout son travail. État où vulnérabilité et invulnérabilité cessent-ils être des oppositions et deviennent des partenaires. Endroit intérieur où humain N est plus une réaction, mais une présence. Le lieu silencieux où le monde ne décide plus de ton état, tu le fais toi-même. Pour Jung, la découverte des Heinrich N n'était pas une exception. Elle révélait un potentiel latent dans chaque être humain. La capacité de devenir émotionnellement increvable sans devenir indifférent, de rester ouvert sans être dévore, de transformer chaque interaction en connaissance de soi. Mais cette compétence ne se développait jamais par hasard. Elle naissait d'une compréhension radicale de la nature humaine. Jung constata que la plupart des gens vivaient enfermés dans une confusion fondamentale. Confondre les événements extérieurs avec leurs valeurs personnelles. Une critique devenait une condamnation, un refus devenait une blessure, une parole devenait une attaque. Ainsi les autres dirigeaient leur climat intérieur comme on manipule une marionnette. Mais ceux qui atteignaient l'imperméabilité émotionnelle avaient coupé les fils. Ils avaient compris que l'émotion N n'était pas un ordre, mais une information, que la réaction N n'était pas une obligation, mais un choix, que la blessure N n'était pas un verdict, mais un miroir. Cette attitude créait un basculement si profond que Jung l'appela la souveraineté psychique. Le moment où tu deviens le gardien de ton monde intérieur et où plus personne n'y entre sans ton consentement. Il décrivit 3 fondations pour installer cette souveraineté. 1. La clarification du soi. Avoir une image suffisamment stable de qui on est pour que les mots des autres ébranlent plus le centre. Quand ton identité repose sur ta conscience et non sur leur validation, leurs opinions perdent tout pouvoir. 2. La distinction des niveaux. Séparer l'émotion en 3 couches. Ce que l'autre vit, ce que cela active en toi, et ce que tu veux en faire. Cette distance mentale te donne la maîtrise du geste, même lorsque l'émotion se présente avec force. 3. La responsabilité consciente. Comprendre que les autres peuvent proposer des déclencheurs, mais que toi seul décides de leur effet. Ce choix te rend libre, mais aussi responsable de ton propre climat intérieur. Jung insistait sur ce point. La liberté émotive N est jamais un don. C'est un entraînement.
Il enseigna à ses patients un rituel quotidien. Le soir, ils devaient revisiter la journée et noter 3 instants où une parole, un geste, un silence avait suscité une réaction intérieure. Pour chacun, ils devaient identifier la cause, émotion, et la vérité psychique qui s'y cachait. Rapidement, ils constatèrent un changement subtil. Les déclencheurs perdaient leur pouvoir, non pas parce qu'ils disparaissaient, mais parce qu'ils devenaient transparents. Ils étaient plus des blessures, mais des indications. C'est alors que se produisait ce que Jung appelait la transparence psychique, la capacité de voir, à travers les comportements humains, comme on voit, à travers un verre clair. Non pour juger, mais pour comprendre. Non pour se protéger, mais pour agir en conscience. Ceux qui atteignaient cette transparence commençaient à percevoir quelque chose que la plupart ignorent, que toute agressivité extérieure raconte une histoire intérieure, que toute attaque porte la signature une souffrance, que toute critique trahit une peur, que toute jalousie dévoile un manque. Ils ne voyaient plus des ennemis, ils voyaient des êtres humains prisonniers de leurs propres ombres. Jung écrivit un jour, « Quand tu vois l'ombre des autres avec clarté, la colère laisse sa place à la compassion. » Mais cette compassion ne ressemblait pas à une sensibilité neuve. Elle était la conséquence directe d'une lucidité tranchante. Heinrich en fit l'expérience lorsqu'un de ses rivaux, rongué par la jalousie, tenta de dévaloriser publiquement son travail. Au lieu de se sentir atteint, Heinrich observa l'homme comme on observe un animal blesse. « J'y ai vu dans ses yeux, dit-il, moins de haine que de détresse. Cet homme était épouvante à l'idée de ne pas exister à travers les yeux des autres. Son attaque était une supplication mal formulée. Jung nota que cette capacité modifiait irréversiblement les relations. Les gens agressifs devenaient évidents. Les manipulateurs devenaient lisibles. Les insécurités d'autrui apparaissaient clairement, détachées de toute menace personnelle. Ce discernement ne provoquait pas la froideur, mais une forme singulière de sérénité, comme si, en comprenant les mécanismes internes de la psyché humaine, on ne pouvait plus être troublé par les formes qu'elle prenait. Mais Jung avertissait ses patients d'un danger fréquent, la solitude psychique. Car lorsqu'on voit à travers les masques, lorsque les jeux sociaux deviennent translucides, on risque de se sentir exil de ce que les autres considèrent normal. Heinrich le formula ainsi, « Plus je comprends les gens, moins je leur en veux. Mais parfois plus je les comprends, moins je me sens compris. » Jung lui répondit, « La compréhension profonde détache de l'innocence, mais elle conduit à la présence. Ce n'est pas un isolement, mais une naissance. » Pour Jung, cette solitude n'était pas un accident. C'était un passage. Le moment où l'individu cesse d'appartenir aux attentes du groupe et commence à appartenir à sa propre conscience. Mais ce passage menait à quelque chose de plus grand. La capacité d'être avec les autres sans s'y perdre, d'aimer sans s'effacer, d'écouter sans absorber, d'aider sans s'épuiser. Là encore, Jung utilisait une image, être humain complet est comme une montagne. Le vent le traverse, la pluie le frappe, mais il demeure. Et paradoxalement, c'est dans cette immobilité qu'il devient un abri pour les autres. Ainsi naissait le véritable paradoxe de l'imperméabilité émotionnelle. Elle ne se traduit pas par une distance, mais par une présence si stable qu'elle devient un refuge. Une présence qui ne se laisse pas entraîner, mais qui entraîne les autres vers leur propre centre. Ce fut le début de la dernière révélation de Jung. L'être humain capable de ne pas réagir apprend à agir. Celui qui ne se défend plus devient invincible. Celui qui ne se contracte plus devient immense. Et ce pouvoir n'a rien d'agressif. Il est l'expression silencieuse une conscience qui ne se laisse plus dicter sa direction par les ombres des autres. Il est la plat renversement projectif, une compétence psychique qui permet de voir derrière chaque attaque la peur qu'il inspire, derrière chaque critique, l'insécurité qu'il apporte, derrière chaque jugement, la blessure qui s'exprime. Pour la plupart des gens, les mots blessants sont comme des flèches. Ils pénètrent, enfoncent, provoquent des réactions instinctives. Mais pour ceux qui atteignent le renversement projectif, ces flèches deviennent transparentes. Ils ne voient plus la pointe. Ils voient la main qui la lance.
C'est ce que Jung observa chez Heinrich lorsqu'un rival tenta de l'humilier publiquement. L'homme l'accusa d'être froid, insensible, indifférent à la souffrance des autres. Heinrich ne sentit ni colère, ni honte, ni défense. Il observa. Cet homme ne parlait pas de moi, dit-il à Jung. Il parlait de lui, de son propre sentiment d'être invisible, de sa terreur d'être perçu comme sans valeur. Sa critique était une confession involontaire. Jung écrivit aussitôt. L'attaque révèle toujours l'attaquant. Cette phrase devint, un des piliers de son travail tardif. Il remarqua que lorsque quelqu'un exprime une haine soudaine, une jalousie véhémente, un jugement violent, il projette souvent ce qu'il ne peut supporter en lui-même. La personne haine, attaque pas qui tu es, mais ce qu'elle haine, a pas encore affronte en elle. De là naquit une vérité troublante. Tant que tu interprètes les attaques des autres comme des miroirs de toi, tu restes prisonnier. Mais le jour où tu les interprètes comme des miroirs de eux, tu deviens libre. Jung forma ses patients à travers 3 questions du renversement projectif. 1. Que m'attaque-t-on? Quel trait précis l'autre vise-t-il? 2. Pourquoi ce trait effraie-t-il? Quelle peur ou quel manque pourrait alimenter cette attaque? 3. De quoi ce comportement est-il la preuve? Qu'est-ce que cela révèle de son histoire intérieure? Lisa, une graphiste que Jung accompagna, fut transformée par cette méthode. Un client la traita de totalement amateur. Elle se sentit d'abord déchirée, puis se rappela la méthode. Elle se demanda pourquoi cette personne acharne-t-elle sur le professionnalisme? Elle se souvint que ce client avait avoué se sentir imposteur dans son propre milieu. Alors elle comprit que la critique parlait de sa panique, pas de son travail, et sa paix revint instantanément. Ces révélations donnaient à ceux qui les maîtrisaient une aura presque mystique. Les attaques glissaient. Les provocations perdirent leur sens. Les tentatives de manipulation semblaient enfantines. C'est alors que Jung identifia un phénomène inquiétant. Plus un individu devenait imperméable aux projections, plus les personnes instables étaient attirées par lui. Comme si sa stabilité représentait la nourriture psychique qu'elles n'arrivaient de plus à trouver en elles-mêmes. Heinrich lui-même avoua « Docteur, depuis que je ne réagis plus, les gens tentent encore plus fort de provoquer une réaction, comme si mon silence mettait en lumière leur propre agitation. » Jung comprit que la présence de quelqu'un de psychiquement stable agit comme un miroir. Les insécurités d'autrui deviennent visibles, leurs manques deviennent audibles, leurs blessures deviennent insistantes. Il écrivit « La clarté d'un seul réveille l'ombre de plusieurs. Et ce réveil peut être déstabilisant. » C'est pour cela qu'il enseigna à ses patients la discipline du discernement empathique. Voir la souffrance dans elle autre sans la porter, comprendre ses blessures sans s'y identifier, reconnaître sa douleur sans devenir son refuge permanent. Car Jung avertissait, sans discernement, la compassion devient un piège. Trop souvent, ceux qui perçoivent avec lucidité attirent vers eux des personnes cherchant un parent psychique, quelqu'un qui apaise, qui porte, qui absorbe. Mais imperméabilité émotionnelle, exige de rester présent sans devenir la source de régulation d'autrui. Ce discernement permet le geste le plus rare. Être bon sans s'épuiser, être ouvert sans se dissoudre, être fort sans écraser. Heinrich, après des mois de travail, formula cela d'une manière qui impressionna Jung. Docteur J ait compris que je ne peux pas empêcher les autres de projeter leurs ombres, mais je peux choisir de ne pas les porter. Ce dont appartient, leur douleur leur appartient. Pour Jung, cette phrase marquait une maîtrise essentielle. La séparation entre compassion et fusion. La capacité de sentir sans absorber. La capacité de comprendre sans se perdre. Il observa alors que les personnes ayant atteint ce degré de lucidité développaient un nouveau pouvoir. La présence transformatrice. Sans parler, sans corriger, sans guider, ils changèrent les autres simplement par leur manière de être. Les gens menteurs évitèrent leur regard. Les manipulateurs se troublaient. Les gens authentiques se sentaient en sécurité. Les insécurites entourant leur présence semblaient perdre leur densité. Jung notait, la présence de celui qui ne projette plus oblige les autres à choisir, s'élever ou fuir. Car face à quelqu'un qui voit clair, chacun est confronté à lui-même.
C est cette présence que Jung considérait comme l'un des signes les plus élevés de maturité psychique, la capacité de rester un miroir sans devenir un mur, la capacité de révéler sans humilier, la capacité d'élever R sans imposer. Heinrich, qui était un homme d'affaires avant d'être un chercheur intérieur, le formula ainsi. « Docteur, je n'ai plus besoin d'avoir raison. Ma seule présence dit ce que je ne dis plus. » Pour Jung, C était le début du stade final, la transcendance relationnelle. L'art subtil d'être en relation sans être réactive, de rencontrer elle autre sans se perdre, de voir elle autre sans se juger. La suite de cette transformation menait à un seuil encore plus profond. La capacité d'utiliser consciemment chaque interaction comme un outil d'évolution intérieure. Ce stade, Jung, appelait que le seuil d'alchimie totale, où être humain cesse d'être affecté par le monde et commence à se servir de lui comme un terrain d'ascension. Pour Jung, ceux qui atteignaient le seuil de l'alchimie totale N étaient en plus simplement imperméables aux attaques. Ils devenaient capables d'utiliser chaque détail de la vie psychique. Un ton de voix, un regard, une tension, un malaise subtil, comme un instrument pour leur propre transformation. Rien ne se perdait, rien ne se gaspillait. Tout devenait matière première pour l'évolution intérieure. C'était comme si leur conscience passait d'un mode réactif à un mode architectonique. Ils ne subissaient plus les événements, ils s'en servaient. Ils ne fuyaient plus les déclencheurs, ils les intégraient, ils ne craignaient plus les ombres, ils les transformaient en clarté. Jung observait cela avec fascination. Ses notes de l'époque montrent un ton presque mystique. L'être arrive à ce stade devient un laboratoire vivant. Le monde ne lui fait plus mal, il lui parle. Heinrich, qui avait été le point de départ de cette découverte, décrivit cette métamorphose en termes simples et lumineux. « Docteur, disait-il, avant, je cherchais à éviter les personnes difficiles. Maintenant, je les remercie. Elles me montrent les endroits de moi que je n'avais jamais explorés. Elles n'ont pas changé. C'est ma perception qui est devenue vaste. » Il expliquait que lorsqu'une personne le déclenchait, sa première réaction N était plus de se protéger, mais de ouvrir. Comme si un espace intérieur élargissait au lieu de se contracter. Il ne disait plus « Pourquoi me fait-il cela ?» Il disait « Qu'est-ce que cela révèle que je n'avais pas vu ?» Pour Jung, cette bascule était le signe que l'individu avait traversé un seuil de conscience que peu atteignent. Il appelait état des antifragilites psychiques. Endroit où le psyche humain ne se contente pas de résister au choc, il se renforce à travers eux. Cette antifragilite se déroulait selon 3 mouvements que Jung décrivait comme une respiration de l'âme. 1. Recevoir l'impact sans contraction. Ne pas fuir, ne pas resserrer, ne pas rejeter. Juste sentir. 2. Observer sans s'identifier. Ne pas confondre l'émotion avec l'essence. Ne pas croire que ce qui surgit est ce que tu es. 3. Transformer sans forcer. Laisser la réaction révéler l'ombre, laisser l'ombre montrer le besoin, laisser le besoin devenir une force. Ce processus rendait l'individu presque indestructible sur le plan intérieur, non parce qu'il ne ressentait plus, mais parce qu'il savait quoi faire de tout ce qu'il ressentait. Le monde cessait d'être un danger, il devenait un instructeur. Mais Jung remarqua une conséquence étrange. Les personnes atteignant ce stade vivaient un sentiment d'isolement profond. Non pas une solitude tragique, mais une distance naturelle entre leur conscience et celle des autres. Quand un être humain cesse de réagir comme la plupart, il cesse également d'appartenir psychologiquement au groupe. Les conversations ordinaires leur semblaient creuses. Les conflits sociaux leur paraissaient prévisibles. Les drames humains semblaient d'une transparence presque enfantine. Heinrich, exprima ainsi « Docteur, je vois les mécanismes, je vois les peurs, je vois les blessures. Mais parfois, j'y oublie comment on fait semblant de ne pas voir. » Jung répondit « C'est le prix de la lucidité. Mais ce n'est pas une condamnation. C'est une transition. » Il expliquait à ses patients que ce sentiment N n'était pas une fin, mais une étape. Celle où la conscience dépasse les illusions partagées, mais N n'a pas encore trouvé une nouvelle forme de lien. Un pont en construction.
Pour traverser cette phase, Jung enseignait ce qu'il appelait la présence stabilisante. Ne pas se couper du monde. Ne pas chercher à corriger le monde. Juste exister au milieu du monde avec une telle clarté que cette clarté devienne un souffle pour ceux qui y sont sensibles. Cette présence ne cherchait pas à enseigner. Elle ne cherchait pas à guider. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle était. Et parce qu'elle était, elle transformait. Jung notait. Elle être qui a cesse de réagir devient elle être autour duquel les autres redeviennent eux-mêmes. Car ce genre de présence retire toute nécessité de masque. Elle invite à la sincérité. Elle apaise les défenses. Elle rend inutile la prétention. Heinrich en était arrivé là lorsque Jung observa un changement radical dans sa vie sociale. Les personnes mal intentionnées ne s'approchèrent plus. Elles semblaient instinctivement savoir qu'ils ne pouvaient plus être manipulés. Les gens agressifs s'apaisaient en sa présence, comme si leur système nerveux reconnaissait un état qu'ils avaient oublié. Les gens authentiques, eux, se rapprochaient naturellement, comme si sa présence ouvrait un passage vers leur propre vérité. Jung écrivit « La conscience élevée agit comme un champ, elle restructure sans effort. Mais il restait une étape, la plus mystérieuse, la plus exigeante, celle que Jung ne trouvait que rarement dans une vie humaine. Il l'appelait la maturité du guerrier de l'esprit, un état où la force intérieure est plus défensive mais rayonnante, où la paix est plus une distance mais une émanation, où la clairvoyance est plus une arme mais une offrande silencieuse. C'est à ce stade que Heinrich et d'autres devenaient quelque chose que Jung n'avait vu qu'en quelques figures de l'histoire, des consciences qui ne cherchent plus à réussir, ni à convaincre, ni à vaincre, mais à respirer en accord avec leur propre profondeur. Des consciences qui ne vivent plus dans la réaction, qui ne vivent plus dans l'interprétation mais dans la présence pure. Jung disait, quand l'esprit atteint ce stade, il ne réagit plus au monde, il l'éclaire. Mais Jung avait observé quelque chose d'encore plus mystérieux chez ceux qui atteignaient cette maturité intérieure. Une bascule silencieuse, presque imperceptible, où l'individu cessait définitivement de confondre paix et indifférence. Car la paix véritable n'est pas froide, elle n'est pas distante, elle ne se construit pas contre le monde. Elle se construit depuis l'intérieur, comme une lumière qui ne dépend plus de l'extérieur pour exister. Heinrich, dans ses derniers mois de travail avec Jung, décrivait cette transition comme une seconde naissance. « Docteur, disait-il, je sens que je ne me protège plus. Ce n'est pas que je sois devenu invulnérable, c'est et que je ai plus besoin de être. Rien ne peut détruire ce que je suis devenu, car ce que je suis maintenant ne dépend plus de rien. » Pour Jung, cette phrase marquait l'entrée dans un état très rare, la sécurité des êtres, une stabilité qui ne repose plus sur aucun rôle, aucune validation, aucune victoire intérieure ou extérieure. Une stabilité qui vient du fait que la personne a cessé de se défendre contre elle-même. C'est là que l'enseignement jungien devient vertigineux. Ce n'est pas en réduisant les émotions qu'on devient intouchable, ni en fuyant les déclencheurs, ni en construisant une forteresse mentale. On devient intouchable en cessant de croire que tout ce qui nous traverse est une attaque. Quand l'intérieur cesse d'être un champ de bataille, l'extérieur perd le pouvoir de déclencher la guerre. C'est pour cela que Jung disait « Celui qui fait la paix avec son ombre a plus d'ennemis ». Heinrich avait intégré cette vérité au point que les attaques glissaient sur lui comme la pluie sur une vitre, mais non pas par insensibilité, par lucidité. Il percevait derrière chaque agression une peur, derrière chaque critique une blessure, derrière chaque provocation une demande d'attention. Et comme il n'était plus en guerre avec lui-même, il n'avait plus besoin d'entrer en guerre avec les autres. Cette vision donnait naissance à ce que Jung appelait la compassion lucide. Une compassion qui ne s'effondre pas, qui ne se sacrifie pas, qui ne confond pas aider et annuler. Une compassion qui voit la souffrance sans se laisser engloutir par elle. Jung écrivait « La compassion véritable naît quand la douleur de l'autre cesse d'activer la nôtre. » Cette idée transformait complètement la manière dont Heinrich interagissait avec le monde. Il devenait naturellement un centre de gravité émotionnelle, non pas un refuge fragile, mais un espace stable où les autres pouvaient respirer.
Sa femme décrivait sa présence comme « un silence qui répare ». Ses employés parlaient d'une tranquillité qui dégonflait les tensions comme une épingle perce un ballon. Même ses adversaires se sentaient étrangement calmés en sa présence, comme si son absence de réaction leur révélait l'inutilité de leur propre masque. Pour Jung, cette capacité N n'était pas magique. Elle était structurelle. Elle se formait lorsque la personne cessait de se définir par ce qu'elle voulait prouver. Lorsque le besoin d'avoir raison s'effondre, la lutte disparaît. Lorsque le besoin de se faire aimer se dissout, la peur disparaît. Lorsque le besoin d'être reconnu se dissipe, la dépendance disparaît. Et ce qui reste, c'est l'être. Jung appelait ce phénomène l'identité stable, un état où la valeur personnelle ne fluctue plus selon les circonstances. C'est ce qui permet à l'être rare d'accueillir la critique sans se contracter, d'accueillir la colère sans se défendre, d'accueillir la provocation sans se perdre. Heinrich résumait cela d'une manière simple. Quand je ne cherche plus à être quelqu'un pour les autres, je deviens quelqu'un pour moi-même. Mais cette stabilité créait une nouvelle épreuve, celle de ne plus se reconnaître dans les dynamiques émotionnelles habituelles. Les conversations centrées sur le drame semblaient artificielles. Les disputes perdaient à leur sens. Les compétitions d'ego devenaient presque comiques. Le monde continuait son théâtre, mais être éveillé N y jouait plus de rôle. C'est ce que Jung appelait la décorrélation émotionnelle. Le moment où la conscience cesse de se laisser entraîner dans les turbulences des autres. Ce N est ni fuite, ni supériorité. C est un changement d'altitude psychique. Comme un aigle qui ne méprise pas la tempête, mais qui ne s'y laisse plus prendre. Pour traverser cette étape sans s'isoler, Jung enseignait le principe de la présence ancrée. Être dans le monde sans s'y perdre, être avec les autres sans absorber leur tempête, être lucide sans devenir froid, être stable sans devenir distant. Cette présence ancrée repose sur 3 piliers. 1. La clarté émotionnelle. Savoir ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. 2. La respiration psychique. Laisser passer ce qui traverse sans en faire une histoire. 3. La non-réaction consciente. Répondre quand c'est est juste. Se taire quand c'est est sage. Observer quand c'est est suffisant. Heinrich pratiquait cela avec une simplicité désarmante. Quand quelqu'un s'emportait, il écoutait. Quand quelqu'un attaquait, il respirait. Quand quelqu'un cherchait à provoquer, il restait ouvert. Et paradoxalement, cette ouverture désarmait les autres bien plus que n'importe quelle défense. Jung nota alors une phrase qui deviendrait, une de ses réflexions les plus célèbres. Celui qui ne réagit pas n'est pas faible, il est libre. Et c'est là que commence véritablement la dernière transformation. Non plus celle de l'immunité, non plus celle de l'alchimie, mais celle de l'influence silencieuse. L'état où être N agit plus pour se protéger mais pour élever. Où sa simple manière d'exister devient un enseignement. Où sa paix devient contagieuse. Où sa présence devient un rappel. Le monde extérieur N a aucun pouvoir sur celui qui s'est trouvé entièrement. C'est la porte d'entrée vers le dernier bloc. Jung appelait cette phase finale le seuil de la souveraineté intérieure. Un état d'être rare, presque dérangeant pour ceux qui n'y sont pas encore parvenus. Car un être souverain N a plus besoin d'imposer, ni de convaincre, ni de se défendre. Sa simple présence devient un axe autour duquel le chaos cesse de tourner. Lorsque Jung observait ses patients qui atteignaient cette maturité, il remarquait un détail troublant. Ils essayaient plus d'influencer qui que ce soit, mais paradoxalement, ils influençaient tout le monde. Non pas par leur discours, mais par leur silence. Non pas par leur force, mais par leur stabilité. Non pas par leurs arguments, mais par leur manière d'être. Cette influence silencieuse déroutait souvent leur entourage. Pourquoi suis-je si calme avec toi? Pourquoi ai-je l'impression que mes colères s'éteignent en ta présence? Pourquoi je n'arrive plus à jouer mes masques quand tu me regardes? Jung expliquait cela ainsi. L'être qui ne se trahit plus lui-même devient un miroir où les autres voient leur propre vérité sans filtre. C'est là que l'exploration psychologique se transforme en transformation collective. Car celui qui devient souverain rappelle aux autres ce qu'il pourrait être. Heinrich, devenu presque un archétype vivant de ce phénomène,
racontait à Jung un épisode révélateur. Lors d'une réunion stratégique, un rival professionnel tenta de le piquer devant toute son équipe, elle accusant d'être trop détaché pour comprendre les réalités humaines du terrain. Au lieu de répondre, Heinrich se contenta de le regarder avec une douceur désarmante. L'homme se troubla, perdit le fil et s'excusa presque. Plus tard, Heinrich dit à Jung « Je n'ai rien fait. J ai simplement refusé de jouer dans son théâtre. » Et son personnage N avait plus de scène sur laquelle exister. Jung nota « Le pouvoir le plus profond est celui qui retire toute énergie au conflit sans humilier l'autre. » Ce type de présence crée ce que Jung nommait le champ de lucidité. Un espace psychique où les drames se dégonflent, où les tensions se dissolvent, où la vérité intérieure émerge parce qu'elle n'est plus menacée. Mais entrer dans ce champ demande d'avoir traversé toutes les étapes précédentes. L'intégration de l'ombre, la construction de frontières saines, la découverte du vide entre stimulus et réponse, la maîtrise des projections, l'alchimie émotionnelle et finalement, l'immunité compatissante. La souveraineté intérieure N n'est pas un état instantané, C est un aboutissement. Une architecture psychologique construite pierre après pierre, parfois dans la douleur, parfois dans le silence, souvent dans la solitude. Et pourtant, ce que Jung trouva le plus bouleversant n'était pas la force de ces individus, mais leur simplicité. Ils ne prétendaient pas être sages. Ils ne revendiquaient aucune supériorité. Ils ne se considéraient pas comme éveillés. Ils étaient simplement eux-mêmes, entiers, alignés, indéracinables. Jung écrivait « Celui qui devient lui-même cesse d'être impressionné par ce qui impressionne les autres. Il cesse aussi d'être menacé par ce qui menace les autres. » Heinrich, par exemple, ne cherchait plus à être admiré. Et c'est précisément pour cela qu'il l'était davantage. Il ne cherchait plus à convaincre. Et c'est précisément pour cela qu'on l'écoutait. Il ne cherchait plus à se protéger. Et c'est précisément pour cela qu'il devenait inatteignable. Jung comprit alors que la souveraineté intérieure N n'était pas un bouclier, mais une absence de blessure ouverte. Non pas parce qu'il n'y avait plus de vulnérabilité, mais parce que cette vulnérabilité N était plus une menace. C'est ici que se trouve, un des paradoxes les plus profonds de tout le travail jungien. La véritable puissance N n'est pas dans la maîtrise du monde, mais dans la maîtrise de l'espace intérieur, où le monde ne peut plus nous posséder. Lorsque cette transformation se produit, les relations humaines changent radicalement. Vous n'en attirez plus les mêmes personnes. Vous n'en acceptez plus les mêmes dynamiques. Vous ne jouez plus les mêmes rôles. Vous ne tolérez plus les jeux psychologiques. Vous ne cherchez plus à sauver, à prouver, à réparer. Vous devenez un filtre naturel. Le monde ne s'accroche plus à vous. Il se clarifie autour de vous. Heinrich, qui avait autrefois attiré les provocateurs et les manipulateurs, se retrouva entouré d'individus plus authentiques, plus lucides, plus alignés. Non pas parce qu'il les cherchait, mais parce qu'il avait cessé d'être aimanté par la répétition inconsciente de ses propres blessures. Son champ intérieur avait changé, et le monde répondait à cette nouvelle fréquence. Jung appela cela la résonance du soi, l'effet par lequel être aligné attire ce qui lui ressemble, et repousse sans effort ce qui ne lui correspond plus. Aucun combat, aucune défense, aucun discours. Juste harmonie naturelle de ce qui est vrai. Mais cette souveraineté intérieure N n'était pas la fin du chemin. Elle préparait la dernière étape, celle où l'être devient un rappel vivant pour les autres, où sa paix N n'est plus seulement un refuge, mais une invitation. Une invitation silencieuse, sans injonction, sans supériorité, sans pédagogie. Une invitation qui dit « Tu peux toi aussi découvrir cet espace. Il existe en toi depuis toujours. Je ne suis pas différent. Je suis simplement revenu là où tu reviendras un jour. » C'est cela que Jung voulait dire lorsqu'il écrivait « La rencontre de deux êtres peut devenir un point de bascule pour l'un, comme pour l'autre, si un des eux, est déjà en relation avec son propre soi. » Le prochain bloc entre dans la conclusion finale, la synthèse de tout ce que Jung découvrit sur l'émotion, la réaction et la liberté intérieure. Le point où tout se rejoint. C'est une naissance. Une naissance intérieure, lente et silencieuse, qui se produit le jour où vous cessez de confondre votre identité avec vos réactions.
Ce jour où vous découvrez qu'entre l'aiguille qui vous pique et le sang qui coule, il existe un espace minuscule, mais infini, où réside votre souveraineté. Jung résumait cela ainsi: l'être réactif vit enchaîné au moindre souffle du monde. L'être conscient crée l'air qu'il respire. Heinrich, devenu pour Jung un exemple vivant de cette métamorphose, décrivait ce phénomène avec des mots presque mystiques. « Docteur, disait-il, j'ai cessé d'attendre que les autres cessent de me blesser. J'ai appris à ne plus offrir mes blessures aux autres. C'est cela qui m'a libéré. » Ce n'était pas de l'indifférence, ce n'était pas du détachement froid, c'était une lucidité profonde. Il avait compris que les autres ne pouvaient toucher en lui que les parties qu'il refusait encore de reconnaître. Jung avait observé cela chez tous ses patients, imperméables. Les attaques glissaient non parce qu'ils étaient au-dessus des émotions, mais parce qu'ils avaient retiré de leur peau tout ce qui permettait aux agressions d'y rester accrochées. Plus de hameçons, plus de prises, plus de surface vulnérable où les projections d'autrui pouvaient se fixer. C'est ce que Jung appelait le soi non négociable. Un état où l'être humain cesse d'être modelé par l'extérieur et devient un axe stable, une verticalité intérieure que rien ne parvient à courber. Mais cette stabilité n'est pas statique. Elle est vivante, vibrante, profondément humaine. Car l'être souverain n'est pas une forteresse froide, c'est un cœur clair, une conscience ouverte, une présence qui voit sans juger et ressent sans se laisser envahir. Jung écrivait: « Le véritable sage n'est pas celui qui se coupe du monde, mais celui que le monde ne peut plus déformer. » C'est là que se révèle le paradoxe ultime de cette transformation. Plus vous devenez intouchable, plus vous devenez profondément humain. Vous pouvez ressentir sans vous perdre. Vous pouvez écouter sans vous dissoudre. Vous pouvez aimer sans vous abandonner. Vous pouvez soutenir sans vous sacrifier. Vous devenez une présence qui ne vole rien, ne s'impose à rien, ne dramatise rien. Vous devenez ce que Jung nommait la conscience qui ne tremble plus. Heinrich en fit l'expérience dans sa vie quotidienne. Il parlait différemment, il marchait différemment. On disait même que son regard avait changé, non pas plus dur, mais plus vaste, comme s'il voyait à travers les couches, les versions, les masques, comme s'il regardait non pas ce que les gens faisaient, mais ce qu'ils essayaient de cacher. Et paradoxalement, cette vision nouvelle ne le rendait pas cynique, elle le rendait doux. Jung notait: « Lorsqu'on voit la fragilité sous l'agression, la peur sous la colère, la solitude sous le jugement, le cœur répond par compassion et non par défense. » C'était cela, la plus haute forme d'imperméabilité émotionnelle, la capacité de rester ouvert sans être envahi, intact au milieu du monde, solide sans être dur, transparent sans être vulnérable. La transformation finale ne consistait pas à devenir insensible, mais à devenir impossible à déstabiliser. Ce n'est qu'alors que l'être devient ce que Jung appelait un centre de gravité psychique, un point stable autour duquel la vie peut tourner sans emporter l'âme avec elle. Heinrich, autrefois préoccupé par la maîtrise et la réussite, devint un homme étrange aux yeux de son entourage. Rien ne semblait plus l'impressionner. Rien ne semblait plus l'ébranler. Rien ne semblait plus le mettre en compétition avec qui que ce soit. On lui demandait « Comment fais-tu pour ne jamais perdre ton calme ?» Il répondait simplement « Je ne l'ai plus confié à personne. » Cette phrase fit frissonner Jung, car elle révélait le secret ultime de toute psyché libérée. Le calme n'est pas un état émotionnel, mais une appartenance. Il appartient à celui qui ne l'offre plus aux autres comme un bouton qu'ils peuvent presser à volonté. À la fin de ses notes, Jung écrivit « Celui qui cesse d'être déclenché par le monde devient enfin digne de le transformer. » C'était là, dans cette conclusion silencieuse, l'enseignement caché de toute cette étude. Le but n'est pas de devenir insensible, mais d'être tellement entier que rien d'extérieur ne puisse vous fragmenter. L'être intouchable n'est pas au-dessus des autres. Il est simplement revenu à ce que chacun de nous est destiné à devenir. À celui ou celle qui lit ces mots, Jung dirait « Ne cherche pas à contrôler le monde. Apprends à ne plus lui donner ton centre. » Et quand ce moment arrive, tout change. Pas parce que le monde devient plus doux, mais parce que vous cessez enfin d'être fait de verre. Vous devenez comme Heinrich, clair, ouvert et inébranlable.
Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.